Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre discussion intitulée Entrepreneuriat et résilience, présentée par le Réseau des diplômés des donateurs de l'Université de Montréal. Je suis Béatrice Leduc-Ostrovski, conseillère aux relations avec les diplômés pour la Faculté des arts et des sciences, et j'ai le grand plaisir d'animer l'événement virtuel d'aujourd'hui. Cela fait maintenant près de 9 mois que notre province est plongée dans un état de crise dû à la pandémie de COVID-19, situation à laquelle s'ajoute une crise économique qui ne saurait tarder, selon de nombreux experts. Le Québec compte près de 250 000 PME tenues à bout de bras par des entrepreneurs qui font preuve d'une grande résilience face à l'instabilité et au changement des derniers mois. C'est ce contexte qui anime la discussion d'aujourd'hui, à savoir comment les entreprises s'adaptent à un contexte de crise. Les deux invités que je vous présente sont aux premières loges de ces grandes transformations. Séverine Labelle est présidente directrice générale depuis 2017 de Femmes Essor, une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans l'ensemble du Québec. Diplômée du baccalauréat en communication et politique de l'Université de Montréal, Mme Labelle détient également une maîtrise en administration de l'Université de Sherbrooke. Kevin Van Duysen est candidat au doctorat à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les mutations contemporaines du travail, les technologies numériques et le rôle des ressources humaines. Il s'intéresse tout particulièrement aux impacts sociaux et organisationnels de l'implantation des technologies d'intelligence artificielle dans les entreprises. Diplômé d'un baccalauréat en psychologie et en sociologie de l'Université de Montréal, M. Van Duysen détient également un master en management des ressources humaines de l'Université de Warwick en Angleterre. Je souhaite donc bienvenue à nos deux conférenciers et je les invite à allumer leur caméra et leur micro. Voici Madame Labelle et Monsieur Van Duysen. Bonjour Madame Labelle, bonjour Monsieur Van Duysen. Alors, Bonjour. pendant que vous vous préparez, je m'adresse à vous, au public, que je remercie d'être présent en si grand nombre durant cette heure de dîner. Je vous invite à poser vos questions dans la section questions-réponses située dans le bas de votre écran. Je poserai les questions retenues à la fin de l'échange et vos commentaires sont également les bienvenus dans la section, cette fois, clavardage, qui est aussi dans le même menu au bas de votre écran. Donc, étant donné que le temps nous est compté, ça va très vite, 1 heure, je vous propose de nous plonger tout de suite dans cette discussion en demandant d'abord d'établir un portrait du monde entrepreneurial des derniers mois. Madame Labelle, je vous invite à commencer. Mais bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureuse d'être avec vous, très fière aussi d'être diplômée de notre belle Université de Montréal. Écoutez, avant la crise de la COVID, on était dans une économie qui allait très bien. De façon générale, on avait connu des belles années de croissance économique et ça s'est fait remarquer aussi sur l'entrepreneuriat chez les femmes, l'entrepreneuriat qui a connu une très belle croissance. On a vu 50% de plus d'entreprises à propriété féminine entre les années 2014 et 2017, des intentions chez les femmes qui ont pratiquement triplé dans les 10 dernières années. Alors, vraiment, tu sais, même quand on regarde la nouvelle génération des entrepreneurs, on voyait finalement émerger une certaine parité chez les entrepreneurs. Évidemment, il y avait toujours des défis, là, je tiens à le mentionner, malgré ce beau portrait. Même encore avant la COVID, à peine 15% des entreprises du Québec sont détenues à 100% par des femmes. Quand on compare du côté des hommes, on parle de 65%. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y avait beaucoup de travail à faire, mais disons que avec la crise qu'on a connue puis qui se poursuit, je dirais, les femmes entrepreneurs, en fait, on est à risque de perdre certains acquis des dernières années. Et les femmes entrepreneurs ont été particulièrement touchées par la crise. Quand on regarde, on a mené une vaste enquête là, au printemps dernier qui nous a révélé que malheureusement, une entrepreneur sur 5 admettait ne pas penser se relever avec son entreprise de cette crise-là. Donc, on est vraiment à risque de perdre plus de 20% des entreprises à propriété féminine à cause de la situation actuelle. Et ce serait un recul majeur là, au niveau de notre économie et au niveau de l'entrepreneuriat chez les femmes. Est-ce que ce recul-là est lié à des enjeux qui sont typiques à l'entrepreneuriat féminin spécifiquement? Bien, écoutez, c'est sûr que d'emblée, je tiens à mentionner que l'ensemble des entrepreneurs, hommes et femmes, ont été gravement touchés. Puis il y a des secteurs d'activité qui l'ont été en particulier. Tu sais, on parle beaucoup des restaurants.
qui sont encore aujourd'hui très affectées par la crise. Je ne vous cacherai pas que les femmes entreprennent massivement dans les secteurs qui ont été parmi les plus touchés de la crise. Donc, évidemment, la restauration, l'hébergement, mais aussi tout le secteur des services à la personne, le commerce de détail. Donc, tous des secteurs qui ont été ébranlés, puis qui sont gravement affectés. Il faut aussi savoir que les entreprises à propriété féminine sont majoritairement de plus petite taille. Et qui dit d'entreprise de plus petite taille, bien, dit aussi parfois des moyens financiers peut-être un peu moins grands, moins de liquidité, moins de coussins financiers pour faire face à une crise comme on l'a vécu. Et puis, le dernier élément, c'est toujours un point que j'aime moins apporter, mais que je n'ai pas le choix de le faire parce que c'est les études qui le démontrent, c'est pas moi qui le dis, mais les femmes continuent à gérer des tâches familiales et domestiques plus grandes. Donc, elles ont une charge mentale. Puis, bon, avec le printemps et les écoles qui ont fermé, je ne vous cacherai pas que beaucoup de femmes ont dû délaisser un peu leur entreprise pour s'assurer d'offrir à leurs enfants une éducation puis de l'attention dont ils avaient besoin. Conjuguer tout ça en même temps que le grand stress qui accompagne la situation qu'on vit, ça fait une accumulation de défis, je dirais, plus grands pour les femmes entrepreneurs. Vous avez parlé vous venez de mentionner la charge mentale. Est-ce que les femmes entrepreneurs ont des façons différentes de réagir à un contexte de crise que les hommes entrepreneurs? Je ne sais pas si vous avez accès à ce genre d'informations ou sinon ce que vous en devinez. Bien, en fait, je n'ai pas de statistiques pour nécessairement comparer comment les hommes et les femmes ont géré la crise, puis où sont les différences, mais je peux quand même vous parler de comment les femmes ont géré la crise, de ce qu'on a vu sur le terrain. Évidemment, la crise a amené un lot de détresse importante de la part des femmes entrepreneurs, femmes et sœurs au premier plan. Comme organisation qui offre du financement et de l'accompagnement, bien, on a des relations constantes avec nos clientes, puis je vous dirais que les premières semaines, ça a été un lot d'appels difficiles. Donc, on a dû gérer, on a vraiment été en première ligne pour les accompagner à traverser tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire à ce moment-ci, puis ce qu'on observe, c'est une grande résilience de la part des femmes entrepreneurs, une grande capacité d'adaptation. Beaucoup d'entreprises ont réussi à pivoter, à rebondir et même saisir des opportunités à travers cette crise-là. Puis ce qu'on voit, c'est que pour au moins 18% des entreprises qui sont dans notre portefeuille, cette crise-là a finalement généré une opportunité de croissance importante pour l'entreprise. Donc, c'est difficile de façon générale, mais certaines ont malgré tout réussi à tirer leur épingle du jeu. Puis l'autre élément, c'est sûr qu'elles ont des besoins spécifiques, les femmes entrepreneurs, pour traverser cette crise-là. Puis ce qu'elles nous mentionnent, c'est un besoin d'accompagnement au niveau du virage numérique. Puis je sais qu'on va en parler, mais pour beaucoup d'entreprises, la crise actuelle a été un accélérateur d'accélérer la mise en place d'une vitrine sur le web, ne serait-ce que ça. Donc, elles ont des besoins d'accompagnement à ce niveau-là, puis des besoins aussi d'accompagnement en matière de développement des affaires. Comment est-ce qu'on développe nos affaires maintenant que tout est virtuel, que beaucoup de choses sont fermées. Puis le dernier élément, je dirais, qui est assez typique de ce qu'on a vu chez les femmes, puis qui est ressorti dans notre sondage aussi, c'est cette volonté de profiter du moment actuel, de la crise qu'on vit, pour redéfinir un modèle économique différent. Pour beaucoup d'entrepreneurs, revoir le modèle économique pour le rendre plus résilient, plus soucieux de l'environnement et des humains, ça fait partie des 5 grandes priorités qu'elles voient pour la relance. Donc, c'est vraiment un élément important, je pense, qui est omniprésent puis qu'on voit chez beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de repenser à leur modèle d'affaires pour voir comment elles peuvent contribuer à ce nouvel idéal, j'ai envie de dire, économique. Ouais. D'accord. Donc, on parle à la fois des modèles, du style de gestion, de vitrines numériques. Je me tourne virtuellement vers M. Van Duzen. Donc, on le rappelle, vous êtes doctorant, donc vous êtes toujours accroché à la littérature scientifique. Est-ce que ce que Mme Labelle vient de nous décrire comme portrait, il y a des enjeux qu'elle a mentionnés ou des éléments qui ont été étudiés dans la littérature dans les derniers mois? Oui, bonjour à tous. Donc oui, bien sûr, en fait, la crise du Covid, c'est un événement qui stimule beaucoup la recherche dans beaucoup de domaines, notamment dans celui des sciences sociales.
Donc, pour en discuter aujourd'hui, je vais vous proposer une réponse plutôt d'ordre général et globalisante, plutôt que de me concentrer sur une catégorie particulière d'entrepreneurs comme Madame Labelle l'a fait. Donc effectivement, comme on vient de le souligner, l'avènement du Covid, il a généré une situation où du jour au lendemain, des milliers d'entrepreneurs et même de gestionnaires ont dû totalement réinventer leur façon de procéder pour organiser le travail au sein de leur entreprise. En fait, ils ont été obligés de s'ajuster très rapidement pour faire face à l'urgence imposée par la crise sanitaire et pour pouvoir continuer à exercer leur activité de travail. Euh, pour ce faire, ils ont été contraints de sortir de leur zone de confort et de rompre avec leurs habitudes et leur rôle quotidien afin de les réinventer et de les adapter à une nouvelle réalité de travail. Et par voie de conséquence, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces adaptations de comportement, elles ont à leur tour catalysé plusieurs autres transformations connexes, notamment dans les structures d'organisation, dans les modes de travail, dans les relations interpersonnelles, mais aussi au niveau des attentes et des besoins des travailleurs, et aussi plus largement au niveau des consommateurs. Donc en fait, nous et les entrepreneurs, on s'est retrouvés dans une réalité nouvelle où les dynamiques qui structuraient le monde du travail, elles ont été pour la plupart totalement transformées et réinventées. Et en fait, c'est en comprenant ce contexte nouveau et particulier, qui est à mon avis d'ailleurs totalement sans précédent dans notre époque moderne, que l'on peut proposer une sorte de définition de la résilience de l'entrepreneuriat. Donc, si on résume un petit peu la littérature par rapport à ça, on peut estimer que la résilience entrepreneuriale, c'est tout d'abord le fait de comprendre que l'incertitude est au cœur en fait du nouveau modèle économique qui s'est imposé avec la crise du Covid. Et donc, en fait, la résilience pour les entrepreneurs, c'est de faire en sorte qu'un événement inattendu ne puisse pas engendrer une cessation complète de leurs activités. Et en fait, c'est donc sur la base de cet état cognitif, qui est à mon avis une véritable force chez les entrepreneurs, que ces derniers ont mené un travail actif de reconstruction de leur entreprise et des dynamiques organisationnelles qui les structurent. Donc voilà. Parfait. Et est-ce que savez-vous s'il y a des secteurs qui ont davantage souffert que d'autres? Par exemple, service versus une entreprise de produits, ou est-ce que peut-être même à contrario, il y a des secteurs qui nous ont surpris positivement parce que vous avez parlé de cette résilience, d'accepter que les situations inattendues puissent survenir. Est-ce qu'il y a des secteurs à qui ça colle ou plus ou moins la résidence entrepreneuriale ou que la crise a moins touché? Pour être honnête, de mon point de vue, je pense qu'il est pour le moment un petit peu difficile d'estimer en fait si un secteur d'activité est plus impacté qu'un autre ou si au contraire un secteur se sort mieux qu'un autre. Les choses bougent vraiment très vite. Par exemple, il y a quelques mois, le secteur de l'hôtellerie allait très mal. Et là, on s'est aperçu qu'ils ont réussi à s'adapter, notamment pour rebondir sur le besoin de lieux de travail pour le télétravail. Donc, c'est vraiment des choses qui changent et je pense que c'est difficile pour le moment de fixer un diagnostic. Mais à chaud, comme on est encore dans la crise, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la constatation que le Covid, en fait, il a obligé les entrepreneurs à réfléchir au changement. C'est-à-dire que cette crise sanitaire a poussé les entrepreneurs à envisager des actions, des compromis et même des sacrifices auxquels ils n'auraient probablement jamais pensé dans un contexte différent d'opération. Et en fait, dans la littérature, certains auteurs parlent d'une rupture avec les modèles classiques de fonctionnement pour laisser peu à peu la place en fait à une nouvelle normalité dans laquelle les paradigmes de l'activité économique ont évolué. Et c'est intéressant parce que Madame Labelle y a fait un petit peu référence dans sa présentation du contexte. Et en fait, pour faire simple, euh, les entrepreneurs, ils ont mis en place des nouveaux systèmes d'organisation du travail dont le but principal n'est maintenant plus du tout l'efficacité économique, en fait, mais plutôt la gestion de crise pour éviter que cette crise ne se transforme en une catastrophe pour eux. Donc, en fait, dans ce contexte, l'objectif principal des entrepreneurs, c'est de réussir à faire au mieux avec la situation. Pour ce faire, ils se sont livrés en fait à ce qu'on appelle de l'improvisation organisationnelle. C'est-à-dire que c'est de mettre en œuvre des processus de changement organisationnel sans avoir vraiment le temps de planifier des actions et d'essayer d'estimer les conséquences de ces actions.
Et à partir de cette improvisation, en fait, leur objectif, il est d'essayer de trouver des solutions à 3 questions fondamentales qui sont comment travailler, où travailler et avec qui travailler. Alors, à travers ces efforts d'improvisation organisationnelle, on a pu remarquer que plusieurs formes alternatives de travail ont été développées et testées par les entrepreneurs. On a malheureusement pas le temps ici de les détailler et d'approfondir ce point, mais je trouve intéressant de souligner en fait une tendance qui est plutôt explicite dans les pratiques. Et Madame Labelle l'a souligné d'ailleurs, c'est l'utilisation des technologies numériques pour configurer et donner corps aux nouvelles réalités de travail qui ont été établies par les entrepreneurs. En fait, on s'est retrouvé dans une situation où l'infrastructure technologique des entreprises elle est devenue tout simplement la véritable pierre angulaire des structures organisationnelles afin de pouvoir délivrer les produits et les services et aussi pour permettre aux entrepreneurs d'avoir un accès au travail et de mettre en place des collaborations à distance. Parfait. Alors, il est question donc d'action, de compromis, de sacrifice, de où travailler, avec qui et comment. J'imagine que tous ces concepts que vous avez décrits se reflètent sur le terrain. Donc, je reviens vers Madame Labelle. Je vous ai demandé de préparer des exemples. Donc, à la place de parler de ce qui va mal, essayons peut-être de mentionner pour qui est-ce que cette crise a pu soit profiter ou des gens qui ont été, ou des organisations qui ont été capables de s'adapter positivement au concept. Donc, avez-vous des exemples à nous donner? Oui, ben j'en ai beaucoup. Le plus difficile, c'est de faire des choix, mais je vais vous en parler de 3. 3 entrepreneurs qui, en contexte de survie, je pense que c'est ça dans le fond, c'est que les entrepreneurs sont plus tant en train de dire, OK, comment je fais pour générer plus de profit, tout ça, mais je suis vraiment en train de me poser la question, comment je fais pour garder mon entreprise ouverte, puis minimiser les pertes d'emploi à court terme. Et ça fait prendre des décisions parfois qui sortent complètement d'un cadre qui était prévu. Je vous parle rapidement de l'entrepreneur Sophie Lemieux de l'entreprise Excellence Composite. Une entreprise qui était jugée rapidement non essentielle. Il y avait tout ce concept-là de est-ce que c'est essentiel, un service essentiel ou non au printemps dernier et donc qui a dû fermer jusqu'à ce qu'un client l'appelle pour lui demander si elle était en mesure de fabriquer avec ces installations qu'elle avait déjà. C'est une entreprise manufacturière, donc de fabriquer des plexiglas. Donc, vous savez, là, les panneaux qu'on voit partout dans les épiceries, dans les boutiques maintenant, dans les salons de coiffure, les restaurants. Et Madame Lemieux n'avait pas nécessairement tout ce qu'il fallait pour pouvoir fabriquer ça, mais le mode survie le fait de penser autrement, puis réfléchir autrement, puis innover autrement. Elle s'est tournée vers un de ses compétiteurs, entreprise voisine, et lui a proposé de travailler ensemble pour pouvoir livrer cette commande-là, qui était quand même une commande de grande envergure et qui permettait du même coup de faire revenir certains employés au travail et de maintenir l'entreprise en partie ouverte à travers cette crise-là. Donc, avec une collaboration inattendue, cette commande-là a ouvert un nouveau marché, finalement, à cette entreprise-là qui a pu garder des emplois grâce à ça. Le deuxième exemple, c'est l'entreprise de José Lemieux de SOS Odeur, une entreprise qui se spécialise, qui a un brevet d'ailleurs, dans la création de produits qui éliminent en fait les odeurs les plus tenaces. On parle, tu sais, des odeurs d'animaux suite à des sinistres également. Et rapidement, José s'est posé la question, est-ce que mes installations, est-ce que mes produits pourraient être transformés rapidement pour pouvoir contribuer à l'effort de guerre? Là, j'appellerais, au printemps dernier, il faut se souvenir, tout est en pénurie de tout l'équipement, de produits désinfectants et tout ça. Et SOS Odeur produisait déjà un produit désinfectant qui était vendu chez les vétérinaires, en fait. Et puis, rapidement, donc avec son équipe, elle a pu produire un produit qui a été finalement qui a été accepté par Santé Canada et qui a pu servir à alimenter le pipeline, je dirais, d'équipements médicaux puis de produits désinfectants pour
pouvoir, dans le fond, faire face à la pandémie actuelle. Donc, un pivot qui a nécessité des investissements quand même importants de la part de l'entreprise, mais qui a pu aussi permettre à cette entreprise-là de continuer à fonctionner, puis même à connaître une certaine forme de croissance à travers la crise. La dernière entreprise, je dirais une entreprise encore plus traditionnelle, une entreprise, une boutique qui vendait du tissu. Ça s'appelle Tissu Garceau. C'est une entreprise en Mauricie, à Trois-Rivières. Donc, vraiment une entreprise boutique de longue date. C'est un magasin qui est ouvert depuis très, très longtemps et la femme entrepreneur a racheté cette boutique-là. Puis ça faisait longtemps qu'elle réfléchissait à éventuellement avoir un site web en ligne, mais comme beaucoup d'entreprises au Québec, d'ailleurs beaucoup plus que ce qu'on s'imagine, l'entreprise n'avait pas de site web encore, du moins pas de site web transactionnel. Et avec la fermeture de sa boutique, puis je dirais, ces réflexes-là de survie intense, hein, quand on est entrepreneur, vite, il faut que je trouve une solution. En 2 semaines, ce qui aurait pris des mois à mettre en place un site web transactionnel, en 2 semaines, l'entrepreneur a réussi à mettre sur le web, dans le fond, l'ensemble de ses tissus, ou en fait une grande partie de ses tissus laine. Et qui aurait pensé un jour acheter des tissus en ligne? Eh bien, maintenant, ça se fait. Et cette action-là a permis à l'entreprise, finalement, non seulement de rester en vie pendant la crise, mais même de développer une nouvelle clientèle parce que du coup, ce n'était plus seulement les clients ou les clientes de Trois-Rivières et des alentours qui allaient à la boutique, mais elle s'est mise à recevoir des commandes pour du tissu partout au Québec, en Ontario et même aux États-Unis. Donc, des clients qui n'auraient peut-être jamais connu sa boutique, avec qui elle n'aurait jamais fait des affaires. Tout à coup, il y a eu une opportunité. Puis je pense que à quelque part, elle a très bien compris aussi qu'avec la crise, les gens qui reviennent à la maison, ils ont du temps, donc peut-être une volonté ou du temps pour faire de la couture, du tricot qui revient. Donc, elle a su saisir cette opportunité-là, ce besoin-là auprès de sa clientèle, puis rapidement pivoter pour offrir des nouveaux services. Donc, moi, quand je regarde ce qui se passe sur le terrain, dans le fond, les entrepreneurs se sont adaptés à différents niveaux, soit qu'ils ont adapté leurs produits, donc qui ont développé un nouveau produit qu'ils n'avaient pas avant pour s'adapter à la nouvelle réalité, soit qu'ils ont adapté leur méthode de production, leur chaîne de production, parfois même en collaboration avec d'autres entreprises, soit qu'ils ont adapté leur mode de distribution, donc en ligne, commande à l'auto, donc différentes façons de distribuer leurs produits. Certains ont développé aussi des nouvelles clientèles et ou ont revu leur façon de faire du développement des affaires, du marketing. Je pense que le marketing en ligne, là, ça n'a jamais été autant le sujet de l'heure, je dirais. Effectivement, puis on a des exemples d'adaptation extrêmement rapides que j'imagine que M. Van Dusen reconnaît, en fait, dans ce que vous décrivez, lancer un site web en 2 semaines. Je ne sais pas combien d'entrepreneurs nous écoutent dans la salle, mais quand on doit faire la mise à jour ou le lancement d'un site web, j'ai jamais personnellement eu vent d'une entreprise qui a réussi à faire ça en 2 semaines seulement. Monsieur Van Dusen, vous étiez très concentré sur ce que Mme Labelle nous expliquait à travers ces exemples-là. Donc, on sent que les gestionnaires et les équipes des entreprises ont fait preuve d'une grande résilience, une capacité d'adaptation, évidemment. Le nom de notre discussion ne porterait pas le titre d'entrepreneuriat et résilience. Est-ce que vous remarquez d'autres processus d'adaptation rapide qui sont observables au sein de ces entreprises-là, au niveau technologique? Oui, mais en fait, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce côté pratique de Madame Labelle qui nous donne vraiment comment ça se passe sur le terrain. Parce que moi, je suis plongé dans les textes, mais c'est vrai, en fait, les exemples qu'on vient d'entendre, ils montrent vraiment bien que la crise a accéléré les changements organisationnels et notamment qu'elle a été un accélérateur de la digitalisation des organisations. Et qu'en fait, avec cette crise, la technologie, elle est vraiment devenue un moyen pour aider les entreprises à trouver en fait des solutions d'adaptation. Plus particulièrement, si je peux me permettre, je pense qu'en fait, cette accélération de la digitalisation dans les entreprises, on peut la voir, l'interpréter de 2 façons. Tout d'abord, il est possible de l'observer au sein d'entreprises
en fait, qui sont déjà dotées d'une capacité numérique, c'est-à-dire qu'elles disposent déjà d'un socle de technologie qui est déjà robuste et déjà en place. Et en fait, dans ce cas-là, on pourrait considérer que la crise sanitaire, elle n'a fait qu'exacerber des transformations qui étaient déjà bien amorcées au sein des systèmes organisationnels. Et sur ce point-là, il y a un point qui est très intéressant, en fait, parce qu'on s'est aperçu que des entreprises ont réussi à concrétiser des plans d'évolution qui sont étudiés en interne depuis des mois, voire même peut-être des années, comme on peut l'entendre, en fait, en seulement quelques semaines, lorsqu'elles ont été confrontées à des situations d'urgence. Et ça, c'est vraiment un fait qui est intéressant à observer en tant que chercheur pour essayer de comprendre comment un phénomène urgent peut permettre à des entrepreneurs d'accélérer le changement organisationnel. Ensuite, l'accélération de la transformation numérique, elle s'est aussi réalisée dans des entreprises en retard dans le domaine des technologies. Et il est même probable que certaines d'entre elles partaient de zéro en termes d'utilisation de technologies numériques pour générer de la valeur. Et il me semble que le dernier exemple de Madame Labelle le souligne bien. Et, mais malgré ces lacunes, une nouvelle fois, on s'est aperçu que les entreprises et leurs entrepreneurs, elles étaient en mesure d'entreprendre et de surmonter des bouleversements organisationnels majeurs juste pour réimaginer et en fait instaurer une nouvelle façon de travailler et de faire du business par le biais des technologies. Donc rapidement, en résumé, la crise imposée par le Covid, en fait, elle a stimulé une mobilisation massive des capacités des entreprises et de leurs acteurs. Et on s'est aperçu que les entrepreneurs, malgré un acharnement restrictif qui était parfois très fort sur leurs possibilités d'action, en fait, ils sont capables, et ils ont aussi, c'est important, le courage de combattre pour faire face et essayer de survivre face à cette situation, notamment en étant innovant. Et je trouve que pour faire le lien avec la thématique, tout ça, c'est un bel exemple de résilience entrepreneuriale. Absolument. Puis, Madame Labelle, est-ce que vous avez observé, outre la pratique, M. Van Duzen vient de parler d'innovation, est-ce que vous avez observé des traits dominants au niveau humain, j'entends, au sein de ces entreprises-là qui ont qui se sont démarquées dans cette crise? Donc, au-delà de la résilience, au-delà de l'innovation, est-ce qu'il y a d'autres qualités, si on veut, qui ont été au cœur de cette survie à la crise? Oui, bien, j'en vois plusieurs, en fait. C'est sûr que le courage est très important, mais je dirais aussi le courage de prendre des décisions, parfois rapidement, puis sans avoir toute l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Donc, on sait que souvent, les entrepreneurs, plus particulièrement les femmes, ont cette rigueur de vouloir considérer tous les tenants et aboutissants avant de prendre une décision, s'assurer que c'est une bonne décision d'affaires. Avec le contexte de la crise, les personnes qui s'en sont bien sorties ont dû prendre des décisions parfois rapidement, puis accepter de ne pas avoir tous les éléments nécessaires pour prendre la décision. Donc, ça prend une certaine dose de courage, puis une acceptation du risque qui vient avec. Un autre élément qui ressort, c'est cette capacité à se mettre dans les souliers de nos clients, des clientes, de regarder ce qui se passe dans le contexte, puis de renouer avec sa fibre profonde d'entrepreneur, dans le fond. Comment, tu sais, les entrepreneurs, souvent, c'est vraiment de mettre en place quelque chose qui va répondre à un besoin. Bon, là, la société a complètement changé. On a une nouvelle normalité et ça génère des nouveaux besoins. Je pense que les entrepreneurs qui tirent bien leur épingle du jeu ont su rapidement saisir quels étaient ces nouveaux besoins-là et rapidement adapter leur offre de services ou de produits pour répondre à ces nouveaux besoins-là. Donc, oui, ça prend de l'innovation, de la créativité, mais je pense que ça prend vraiment aussi une certaine forme d'empathie envers les clients, les clientes, pour bien comprendre leurs besoins. Et un autre élément que j'aimerais mentionner, c'est la bienveillance, en fait, la bienveillance envers notamment leurs propres employés. La crise a secoué tout le monde, pas juste les entrepreneurs, les employés aussi. Puis dans beaucoup de cas, ça a généré une augmentation massive du stress, des conséquences sur la santé mentale, notamment des gens, des enjeux de conciliation travail-famille exacerbés. Puis ça, malgré le télétravail. Le télétravail, ça amène des pour, mais ça amène aussi des fois des difficultés de devoir travailler avec un enfant à la maison ou un jeune enfant à la maison.
Et ça, pour naviguer à travers ça, puis garder mobilisée leur équipe, les entrepreneurs, je pense qu'ils s'en sont bien sortis, ont dû faire preuve de bienveillance, de compréhension envers leurs employés. Puis le dernier élément, il faut dire qu'avec la PCU, pour certaines personnes, c'était plus facile de prendre la PCU puis de rester à la maison, s'occuper des enfants, que de rentrer travailler. Donc, si les entrepreneurs veulent continuer d'avoir la main-d'œuvre nécessaire pour livrer leurs produits et services, bien, ils n'ont pas d'autre choix que de faire attention à leurs employés. C'est un beau témoignage que certainement plusieurs personnes entendront. Je vois qu'il est 12h36. On veut garder un peu de temps après la discussion pour prendre des questions du public parce qu'on en a déjà quelques-unes. Je vais essayer de vous poser 2 questions en une, si on est capable. Donc, pour les entrepreneurs qui nous écoutent dans la salle, je demanderai à Madame Labelle si vous avez un conseil à leur donner. Et M. Van Dusen, je vais vous demander si vous auriez on va dire un conseil théorique, parce qu'on sait que vous êtes aux études, vous n'êtes pas nécessairement sur le terrain. Donc, on peut vous demander qu'est-ce que les 2 organisations devraient exprimer pour avoir du succès dans un contexte aussi changeant. Donc, je donne la parole d'abord à Mme Labelle, puis M. Van Dusen, je vous laisse réfléchir pendant que Mme Labelle y va de conseils. Voilà. Mais je vais sortir un peu des conseils pratico-pratiques pour peut-être reconnecter à l'essence justement de l'entrepreneur. C'est une crise qui est là pour durer, qui est pour durer possiblement encore longtemps. Et quand on travaille en situation de crise, dans la durée, je pense qu'il faut vraiment avoir le sentiment qu'on travaille pour les bonnes raisons, pour pouvoir continuer. Contre vents et marées, là, je dirais, semaine après semaine, parce que c'est difficile ce qu'on est en train de vivre là. Donc, je conseille aux entrepreneurs de se reconnecter vraiment à la raison pour laquelle ils se sont lancés en affaires. Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir avec leur entreprise? C'est quoi la raison d'être de leur entreprise? Et je pense que pour celles qui réussissent à trouver une raison d'être vraiment forte, puis un sentiment de contribuer peut-être à quelque chose d'un peu plus grand, que simplement sortir un chèque de paye à la fin du mois. Je pense que ce sens-là permet de trouver l'énergie, de continuer jour après jour, malgré que ce soit difficile. Donc, vraiment, de reconnecter à la raison d'être de son entreprise, à la mission, la raison pour laquelle on a parti cette entreprise-là. Puis si les raisons peuvent avoir changé, c'est correct d'en trouver une nouvelle. Mais moi, j'invite vraiment les entrepreneurs à se donner d'un sens profond qui contribue à quelque chose de peut-être encore plus grand qu'elle. C'est le moment ou jamais, finalement, d'utiliser son entreprise pour contribuer au bien commun de la société. C'est beau. Je trouve ça très beau. Merci pour cette suggestion. Monsieur Van Dusen, donc, je me permets de reformuler un peu ce que j'ai lancé tout à l'heure. Est-ce que vous auriez un conseil un peu sur ce que les organisations devraient exprimer pour avoir du succès dans le contexte? Madame Labelle l'a mentionné, on n'est pas dans un sprint, on est maintenant dans un marathon, on est dans la durée. Donc, quel serait votre conseil de votre côté? Si je peux me permettre rapidement, en fait, on a observé, comme on l'a dit depuis le début de la présentation, énormément, enfin, on a observé que les entrepreneurs avaient mis en place énormément de changements organisationnels et de transformations dans leur méthode de travail. Et en fait, je pense que pour essayer de tirer profit et même quelques bénéfices de cette période et de tout ce qui s'est passé, ce serait intéressant d'essayer de remobiliser en fait idéologiquement tous les changements qui ont été mis en place pour ensuite, à partir de ce socle idéologique, essayer de générer de l'innovation et de la créativité dans les pratiques de travail. En fait, l'idée, c'est que les entreprises arrivent à surfer sur cette vague transformationnelle pour essayer de proposer des systèmes d'organisation alternatifs où, tout à l'heure, on a parlé d'humain. Par exemple, on pourrait placer un accent particulier sur l'humain, sur l'employé, qui en fait a su démontrer une véritable force d'adaptabilité impressionnante pendant cette période de crise. Et en fait, de mon point de vue, je pense qu'il sera intéressant
d'essayer de faire évoluer les pratiques à partir de ce constat-là. Et par exemple, dans la littérature, on commence à voir plusieurs auteurs qui se questionnent sur des nouvelles façons de conceptualiser des sujets comme la confiance, le contrôle ou l'autonomie dans les échanges entre les managers et les employés. Donc, ça sera intéressant d'essayer d'appuyer un petit peu là-dessus. Très intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais prête à passer à des questions du public. On nous en a soumis quelques-unes. J'en prends connaissance en même temps que vous, donc vous me pardonnerez si mes yeux glissent vers un autre écran. Il y a une question qui est posée par M. Robin Dumais, il l'adresse spécifiquement à Mme Labelle. Donc, est-ce que l'initiative du panier bleu a eu des effets bénéfiques selon vous? J'ajoute que souvent on dit acheter québécois, c'est acheter plus cher. Est-ce que les Québécois ont été au rendez-vous, en fait, pour cette initiative-là? C'est clair que toute plateforme qui permet aux entrepreneurs d'obtenir une plus grande visibilité auprès d'un plus grand public a des bienfaits, ça c'est clair. Puis, ce qui est intéressant avec le panier bleu, c'est que non seulement ça offre une visibilité aux entreprises à l'ensemble des clients un peu partout au Québec, mais c'est aussi une initiative qui a reçu beaucoup de soutien, notamment de la part des médias, du gouvernement, donc une certaine forme de visibilité. Qui dit visibilité pour panier bleu, dit visibilité aussi pour les entreprises qui en font partie. Mais j'ajouterais ce qui est encore plus important, puis ce qui a encore un plus grand impact, je pense, pour les entrepreneurs, puis entre autres les femmes entrepreneurs, c'est le mouvement qui est généré derrière le panier bleu autour de l'achat local. L'achat puis de l'approvisionnement local, je pense que c'est ce qui peut avoir le plus grand effet, puis on le sent, là, il y a comme un mouvement généralisé où on veut offrir de plus en plus notre soutien aux entrepreneurs du Québec et donc acheter de leurs produits. Et ça, c'est ce qui peut le plus, je pense, changer la donne chez les entrepreneurs, notamment les commerces de proximité, là, tout ce qui est commerce de détail, production locale. Je terminerai en disant, tu sais, la crise nous a, je pense, rappelé à quel point on est parfois dépendant de matériel ou de fourniture qui vient de l'extérieur du Canada ou du Québec, puis que ça a pu engendrer des problématiques pendant la crise. On sait qu'il va y en avoir d'autres crises, donc comment est-ce qu'on peut faire pour construire ou s'approvisionner le plus possible au Québec, puis développer toute une chaîne d'approvisionnement plus résiliente ici au Québec, notamment dans le secteur alimentaire ou de la santé. Et donc, je pense que tout ce qui peut contribuer à créer ça, puis en commençant par l'achat, hein, c'est quand on consomme, on achète, donc on pose un geste, ça peut faire une grande différence pour les entrepreneurs, puis notamment pour les femmes entrepreneurs qui sont massivement présentes, je le répète, là, dans tout ce qui est commerce de détail au Québec. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre question à vous soumettre, peut-être plutôt pour M. Van Duysen. C'est quelque chose qui a été évoqué par Mme Labelle plus tôt. On sait que le Québec a du retard par rapport aux vitrines numériques et notamment aux sites transactionnels. Est-ce que vous pensez que cette accélération de ces processus-là va se permettre de nous rapprocher du niveau du reste du Canada et peut-être même des États-Unis? Alors oui, c'est évident que c'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure et oui, en fait, on s'est aperçu avec la crise qu'il y avait beaucoup d'entreprises, que ce soit au Québec ou même en France, un contexte que je connais un petit peu mieux, on s'est aperçu que beaucoup d'entreprises étaient plutôt en retard sur ce domaine-là. Et en fait, je pense que pour beaucoup, ça a été une sorte de surprise parce que ça fait maintenant, depuis le début des années 2000, qu'on entend parler de la transformation numérique, de l'importance d'utiliser des technologies numériques pour organiser le travail, mais aussi pour essayer de vendre ses produits, pour gagner en visibilité sur les marchés économiques. Et donc, on entend parler de ça depuis très longtemps. Et puis, la crise est arrivée. Et on s'est aperçu que le seul moyen pour continuer à vendre des produits ou même à organiser le travail, c'était l'utilisation des technologies numériques. Et on s'est aperçu qu'il y avait d'entreprises qui n'étaient pas encore capables de le faire. Donc, comme on l'a souligné, elles ont été capables de s'adapter très rapidement et d'essayer de mettre en place des systèmes pour pouvoir fonctionner. Donc oui, certainement, ça a vraiment accéléré la transformation numérique. Ça a sûrement
permis aux entreprises de rattraper leur retard. Voilà, après, il faut attendre de voir comment elles vont réussir à rebondir là-dessus pour essayer de pérenniser ces nouveaux modes de travail et ces nouvelles utilisations. Et voilà, mais c'est certain que ça a aidé beaucoup d'entrepreneurs de rattraper leur retard et aussi peut-être de s'apercevoir de l'importance des technologies pour fonctionner, que ce soit en temps de crise ou en temps normal. Parfait, merci. La prochaine question est peut-être en deux sections. Elle nous est posée par Refat Savi, qui est à l'UDM, apparemment. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Alors, la question est la suivante. Je vous la lis, puis on la décortiquera peut-être ensemble. Comment les entreprises peuvent-elles adhérer à la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, en étant à la fois donc responsable, mais sachant que le risque d'autres pandémies dans le futur sera grand et la planification stratégique ne peut dépasser 3 ans avec un nouveau paradigme économique. Donc, c'est une question complexe. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut se lancer dans un bout de réponse et peut-être compléter par la suite. Est-ce que vous voulez y aller, M. Van Bussen, ou... Vous pouvez y aller si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez une idée de réponse. Oui, ben moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que comme la question a été, comme c'est mentionné dans la question plutôt, des crises comme on vit présentement, il va y en avoir d'autres, puis peut-être même de façon encore plus amplifiée. Donc, je pense que c'est plus un choix aujourd'hui de dire est-ce que mon entreprise peut être socialement responsable ou non. Je pense que c'est une obligation de plus en plus présente pour une entreprise qui veut survivre et avoir du succès dorénavant. Je pense qu'elle n'a plus le choix que d'être consciente de l'impact qu'elle a dans la société. La main-d'œuvre, les jeunes travailleurs veulent travailler dans les entreprises qui ont un impact positif, ne veulent pas travailler dans les entreprises qui contribuent à créer des problématiques, elles veulent travailler dans les entreprises qui contribuent à trouver des solutions pour notre avenir à tous, là, finalement. Les consommateurs sont beaucoup plus avisés aussi. De plus en plus, les comportements de consommation changent. On a parlé de la consommation locale, mais je pense que la consommation responsable est de plus en plus présente aussi. Les investisseurs changent. Chez nous, chez Femmes et Sœurs, de plus en plus, par exemple, on regarde l'impact que l'entreprise a dans la société et on ne souhaite pas nécessairement investir dans une entreprise qui va avoir un impact négatif. On veut investir dans les entreprises qui vont avoir un impact positif, que ce soit sur les humains, au plan environnemental, ou qui va contribuer par son innovation, par son audace, sa créativité, à amener des solutions à différentes problématiques qu'on vit présentement comme société. Donc, je le répète, je pense que peu importe que la planification stratégique soit sur 2 ans, 3 ans, 8 ans, de toute façon, je pense que c'est annuellement maintenant qu'il faut faire une réflexion stratégique. Toute entreprise a intérêt à se questionner sur l'impact qu'elle a et non seulement à diminuer l'impact négatif qu'elle peut avoir, mais contribuer à l'effort d'avoir un impact positif en amenant des solutions aux différents enjeux qu'on a. Et ce n'est pas pour être gentil, c'est pour avoir du succès. Parce que pour avoir de la rentabilité à court et moyen terme, je suis convaincue que les entreprises qui contribuent aux efforts de solution ont beaucoup plus de chances d'avoir du succès dans l'avenir. Puis peut-être, si je peux rebondir sur tout ce qui est la planification stratégique, Monsieur Van Dusen, peut-être qu'il existe des outils. Vous, je sais que vos études, vous vous intéressez beaucoup aux outils numériques en intelligence artificielle. Peut-être qu'on passe d'une planification stratégique 1 an, 3 ans, il existe des outils ou des modèles qui peuvent nous permettre de se projeter et d'être plus agiles. Est-ce que c'est des outils qui existent déjà ou qui sont en train de se développer? C'est une bonne question. Oui, bah, effectivement, il existe des outils technologiques, notamment qui fonctionnent grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire de la prédiction, qui peuvent aider à mettre en place des stratégies ou à vérifier si les stratégies sont bonnes ou non. Après, essayer de faire le lien avec la crise du Covid, je pense que c'est pour le moment difficile parce que
Parce que, bon, on le sait, l'intelligence artificielle peut être une technologie très puissante et très bénéfique, mais il faut aussi qu'elle fonctionne sur une base de données qui soit solide et fiable. Et pour l'instant, moi, je pense qu'on est un peu toujours vraiment dans l'incertitude. Comme Madame Labelle le disait, les stratégies, maintenant, c'est plus aux 2-3 ans, c'est vraiment à l'année, voire moins. Donc, ça devient difficile de prévoir l'avenir. Il y a des outils qui permettent de le faire, mais pour l'instant, et d'ailleurs, on entend peu parler dans l'organisation du travail, la place de l'intelligence artificielle dans cette période de Covid pour organiser le travail, on n'en entend pas beaucoup parler encore. Donc voilà, ce sera ma réponse. Il y a peut-être un modèle, en tout cas, qu'on utilise beaucoup chez Femmes et Sœurs avec nos clientes, qui est le Business Model Canvas, qui est vraiment une façon d'imaginer son entreprise, puis de toutes les relations entre les différentes parties prenantes de l'entreprise, puis surtout de se poser la question, quelle est la valeur ajoutée que peut offrir mon entreprise dans le marché, puis dans la société. Puis de plus en plus, ce modèle-là, d'ailleurs, a été révisé dans les dernières années pour y inclure la dimension de l'impact environnemental et social aussi. Donc, je pense que, tu sais, de plus en plus, les différents outils de planification stratégique, les plans d'affaires, doivent inclure les dimensions de responsabilité sociale et les dimensions d'impact. Chez Femmes et Sœurs, on est en train de transformer nos propres outils d'analyse de plans d'affaires, puis on travaille avec nos clientes pour les amener à inclure cette dimension-là dans leur réflexion. Je pense que ça va devenir, moi, je pense que ça va vraiment devenir la norme, ça va devenir une nouvelle normalité d'ici quelques années. D'accord. Il y a plein de questions qui se sont ajoutées. Le temps file. Je pense qu'on aurait le temps pour la dernière et je vais honorer la personne qui a posé la première question durant la conférence, M. Alain Renaud. Ça va peut-être s'adresser plutôt à Mme Labelle, étant donné que, donc, Femmes et Sœurs, vous êtes un organisme à but non lucratif. Vous faites notamment des prêts aux entreprises. Vous me corrigerez là, si je dis une bêtise. Est-ce que vous avez connaissance si le gouvernement québécois ou canadien apporte des aides quelconques au niveau des organismes ou du commerce, par exemple via la BDC, spécifiquement pour répondre à cette situation imprévue? Mm-hmm. Où doivent-ils aller? En fait, il y a différents éléments. Est-ce que vous pouvez reposer la question? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement, que ce soit québécois ou canadien, ont mis sur pied, en dehors, je sais qu'il existe la subvention salariale qui a été prolongée. Est-ce qu'il y a des aides aux entreprises en ce moment qui existent pour les aider dans cette situation qui est imprévue? Bien, il y a plusieurs aides. Hein. C'est sûr que la situation a fait en sorte que le gouvernement a multiplié la mise en place de différents fonds d'urgence, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. Dans les deux cas, les paliers de gouvernement se sont mobilisés et ont investi des sommes massives pour pouvoir offrir aux entrepreneurs des prêts, par exemple, à très, très bas taux d'intérêt avec une portion en subvention. Donc, je pense qu'on n'a jamais eu sur le marché autant de capitaux disponibles pour aider les entrepreneurs. Maintenant, ça fait pas des miracles, cela, dans le sens où même si on injecte davantage d'argent, par exemple, au sein de différentes entreprises, c'est souvent sous forme de prêts. Donc, qui dit prêt dit nécessité de remboursement. Donc, certaines des aides gouvernementales ont un couteau à deux tranchants. C'est important pour les entrepreneurs de vraiment regarder c'est quoi les impacts de cette aide-là à plus long terme. Oui, à court terme, ça peut permettre de donner de l'oxygène à l'entreprise, mais tôt ou tard, il faut être capable de rembourser ces prêts-là. Donc, chez Femmes et Sœurs, par exemple, on a beaucoup milité pour avoir aussi des subventions disponibles pour aider les femmes entrepreneurs à faire pivoter leur entreprise et à adapter leur modèle d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'aides qui existent, mais certaines de ces aides-là ne sont pas toujours adaptées non plus à la situation des entreprises. Donc, par exemple, dans le sondage qu'on a fait au printemps dernier, on pouvait voir que pour 20% des entrepreneurs, en fait, il y avait à peine 20%
plutôt des entrepreneurs qui rentraient dans les critères admissibilité pour pouvoir obtenir ces aides financières-là. Donc, c'est un défi qui n'est toujours pas résolu à 100%, mais ce qu'on peut voir, par contre, c'est que les gouvernements sont vraiment mobilisés pour appuyer l'entrepreneuriat. Tout le monde, toute la société, autant les gouvernements que la société civile, que les commerçants ont intérêt à relancer l'économie, à la relancer correctement, ceci dit. Tout le monde s'enrichit de ça, les gouvernements en premier. Donc, c'est normal aussi qu'ils investissent massivement pour aider les entrepreneurs à se relever de la crise. Parfait. Merci beaucoup. Donc, Madame Labelle, Monsieur Van Dussen, on nous a demandé dans les questions si on pourrait avoir la réponse à celle-ci par courriel après la conférence. Donc, pour répondre au public, oui, nous les prenons en note. Nous poserons les questions aux conférenciers séparément et on vous reviendra à partir de la liste des personnes inscrites à la conférence, parce que je pense qu'il y a 5 à 7 questions qu'on n'a pas du tout pu aborder. Par contre, notre heure touche à sa fin. Il ne nous reste qu'1 ou 2 minutes. Je veux tout d'abord remercier Mme Labelle et M. Van Dussen de votre présence et de votre disponibilité, votre générosité pour la participation à cet échange. Donc, j'espère que ça a été tout aussi plaisant pour vous que pour nous. On est très heureux d'avoir pu échanger avec vous, qui êtes 2 diplômés. Et donc, voilà, je vous invite à dire vos au revoir et nous allons conclure auprès du public par la suite. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous, Mme Leduc, pour la belle animation. Merci, c'est gentil. Oui, même remarque. Merci beaucoup. Et puis, merci à l'audience de nous avoir écoutés. Et ce fut un plaisir de participer à cette belle conférence. Parfait. Alors, je dis au revoir à nos conférenciers qui peuvent maintenant couper leur caméra et leur micro. Je m'adresse très rapidement au public. Vous allez recevoir à l'instant, vous l'avez reçu en fait, dans la section clavardage, un lien vers un court sondage. Je vous remercie par avance et vous pouvez y répondre afin qu'on puisse continuer à vous proposer des contenus qui vous inspirent et qui vous intéressent. Pour notre prochain rendez-vous, donc on a déjà une autre rencontre sur l'heure du lunch qui est planifiée le 2 décembre prochain pour une discussion au même format, mettons de l'avant 2 diplômés, portant cette fois sur le lien entre la pandémie, l'économie et la santé mentale de la population canadienne. Vous pourrez retrouver tous les détails et l'inscription à cet événement, si vous le souhaitez, sur le site du Réseau des diplômés et des donateurs. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée à tous.